Nous sommes dans la région montagneuse de l'Atlas où a eu lieu la plus importante découverte archéologique de ces 15 dernières années. En 2004, Abdullah Fili et Jean-Pierre Van Stevel découvrent l'emplacement du site d'Igiliz, longtemps recherché par les archéologues et les historiens. Ils seront par la suite rejoints par l'archéologue Ahmed Tahiri. Leurs travaux leur vaudront en 2015 le prix de l'archéologie de la prestigieuse fondation Simone et Zino del Duca. Plusieurs nouveautés caractérisent la fouille d'Igiliz. J'en retiens deux. Il s'agit du premier site rural du Maroc médiéval jamais exploré. Par ailleurs, le classement de la céramique par M. Abdallah Fili fournit des repères importants pour le Maroc des XIIe et XIIIe siècles, alors que précédemment, la céramique espagnole était la seule référence que l'on pouvait utiliser. La Fondation Del Duca, en accordant son prix d'archéologie à la fouille d'Igiliz, couronne la réussite d'une opération emblématique pour l'archéologie médiévale, distinguée pour la première fois. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode de votre magazine Au fil de l'histoire, où la caméra de Médien TV vous emmène découvrir pour la première fois le site d'Igiliz. C'est donc ici, au sommet du mont Igiliz, au lieu médiéval du Maroc, que le théologien et juriste Bloutoumart a construit cette forteresse. Implantée entre 1120 et 1130, elle a servi de refuge et de lieu de retraite pieuse. Les fouilles ont permis d'exhumer des céramiques, mais également une casbah, des mosquées, des habitations, un lieu de commandement. Une grotte a été retrouvée sur place et elle est devenue au fil de temps comme lieu de pèlerinage. D'ailleurs, deux califes almohades, Abdelmoumen et son fils Abou Yaqoub Youssef, y ont effectué un voyage. Cette citation est rapportée par une lettre officielle almohade qui célèbre la visite du premier calife Abdelmoumen ibn Ali au site d'Igiliz après l'avoir en quelque sorte quitté dans des circonstances victorieuses, positives, en direction de Tinmal. Cette visite officialise en quelque sorte la place importante d'Igiliz dans la geste almohade, et en même temps il impose en quelque sorte le pouvoir et la souveraineté almohade sur cette région qui était leur origine. En fait, c'est là le site. Est-ce qu'on voyait quelque chose avant la fouille? Est-ce qu'on voyait quelque chose de ce côté-là? Rien. Voilà, que des pierres, ce qui donne du crédit au texte, notamment de Tassafti, XVIIIe siècle. Donc, il décrit les pierres de construction de la muraille, etc. Le site, en fait, est connu dans les textes, depuis des textes médiévaux,
Et effectivement, l'intérêt porté par la communauté scientifique au site d'Igiliz date du début du siècle, plus précisément dans les années 20. Et puis, il y a eu des accumulations, bien évidemment, tout au long du XXe siècle jusqu'à 2005, où un dernier article a tenté en tout cas de localiser le site, pas dans le bon endroit. Et nous, en tant qu'équipe archéologique, l'intérêt que nous avons porté à ce site date de 2004. Étant donné que Jean-Pierre Vinstevel, professeur à l'université de la Sorbonne, a déjà travaillé sur Tarodonte, et donc il a accumulé un certain nombre de textes. Et quand on s'est mis d'accord pour mettre en place un projet en commun, vu que nous sommes issus de la même université, l'université de Lyon, et donc bien évidemment on s'est penché sur la question. Et nous avons profité à la fois des travaux des anciens et également de notre connaissance de la cartographie, de notre connaissance du pays, parce que je suis issu de cette région, un peu plus vers l'Atlantique. Et donc on l'a découvert donc en 2004, on l'a localisé très précisément pour entamer on va dire nos études sur le site à partir de 2005. C'est la première fois qu'une ascension de scientifiques, d'archéologues se fait vers le site. Et donc en 2005, on a eu du mal, comme je disais, pour accéder au site parce que la communauté de village a tenu effectivement à nous interroger sur nos intentions, etc. Et une fois l'interrogation passée, on arrive sur un site complètement déserté. Et bien évidemment avec des éboulis de pierres dans tous les sens. Les structures ne sont pas du tout lisibles. Et pour la petite anecdote, s'il n'y avait pas la volonté et la bonne humeur de mon collègue Jean-Pierre Vinstevel, je pense que personnellement j'aurais fait demi-tour tout de suite après. Donc on a tenu quand même à soumettre justement le site à un examen archéologique détaillé qui nous a permis justement de mesurer son importance. En partant d'Igiliz, qui est un site ô combien important dans l'histoire du Maroc médiéval et du Maghreb tout entier, c'était pour nous également l'occasion de, si nous arrivions à identifier ce site, de pouvoir travailler sur justement une société de paysans, une société de guerriers, une société également de dévots, d'ascètes, les premiers almohades, dans leur environnement naturel, dans leur culture matérielle, leurs maisons, la vaisselle, de céramique qu'ils utilisaient tous les jours, c'est-à-dire non pas simplement de travailler sur les monuments liés à Ibn Toumart, mais de travailler vraiment à la restitution de tout un cadre matériel finalement et de toute une civilisation rurale qui est très mal connue dans les textes. Et c'est le but, c'est le propos et c'est l'objectif de l'archéologie rurale, que de travailler justement sur ces sociétés qui ont laissé finalement des traces archéologiques parfois peu lisibles, mais que l'archéologie doit cependant révéler, mettre au jour, étudier et valoriser. Alors faites attention. Ce dispositif coudé des portes est un dispositif militaire en fait. Il a été utilisé, comme d'ailleurs le reste des fortifications du site, pour en fait stopper l'avancée de l'ennemi, pour aussi faire ralentir l'accès à l'intérieur du site. Et à partir de cette porte, on découvre en fait les premiers monuments qui se trouvent à l'intérieur de la muraille du Jbel central. Oui, attends, pas trop vite, voilà, c'est bon, je l'ai, d'accord. Pierre angulaire
En fait, on est sur toujours 30. Et en fait, le lien avec le mur porteur, 2 cm. Oui, c'est bon. Et l'idée, c'est pourquoi en fait elles ont cantonné en fait ce dallage ici. C'est parce qu'il y a une descente, c'est ça? Non, c'est parce que le foyer Ah, est là. d'accord. C'est un peu complexe, effectivement. Oui. C'est une pièce, comme on le sait, à l'histoire particulièrement longue et complexe, effectivement. Complexe, oui. Nous sommes en train de faire un relevé très précis, très minutieux de chacune des dalles que vous voyez ici, qui constitue un sol ancien, qui doit remonter au XIe siècle à peu près, à l'intérieur de cette pièce. Et tous les dessins que l'on est en train de faire, qui sont des dessins extrêmement précis, qui demandent beaucoup de temps, qui demandent à prendre des mesures très précises, assez longues, eh bien tous ces dessins vont nous permettre de reconstituer l'histoire des bâtiments, l'histoire effectivement de leur construction, de leur occupation, de leur reconstructions éventuelles, jusqu'à leur abandon, jusqu'à leur démolition. Nous avons sur ce site, mais c'est le cas de tous les chantiers archéologiques, nous avons multiplié effectivement les relevés, relevés de plans comme celui que nous sommes en train de faire, relevés en élévation également, en dessinant toutes les pierres effectivement que l'on peut trouver dans ces murs, de manière à essayer d'avoir l'image la plus précise finalement de l'histoire des monuments, de l'ensemble des traces matérielles qui sont des traces, vous le voyez, relativement fragiles, effectivement, et qui nécessitent une attention toute particulière pour comprendre les gestes des maçons, les gestes des constructeurs, et également les usages et les gestes des personnes qui occupaient ces pièces. Voilà, donc on est là dans des petites maisons qui datent du XIe siècle, qui ont été construites avant que ne s'installe au sommet de la montagne la Casbah. La Casbah, c'est un ensemble monumental. Ça n'est pas une fortification, c'est une résidence, une grande résidence seigneuriale, une grande résidence de chef, qui est construite donc vraisemblablement au début du XIIe siècle. L'archéologie ne permet pas de préciser plus. Ce sont les textes qui nous indiquent que très vraisemblablement il s'agit là des traces de l'installation d'Ibn Tumart à Église. Donc dans cette Casbah, la Casbah, c'est un nom que l'on a donné à cet ensemble monumental en nous référant au texte du marabout de Tassaft, qui au début du XVIIIe siècle décrit donc le site déserté à côté du village qu'il appelle Tifigit, ce qui nous a permis de localiser donc le site, et il parle donc de l'existence au sommet de la montagne d'une Casbah, et c'est le nom que nous avons retenu donc pour cet ensemble monumental qui se compose en fait de 2 espaces, un espace sommital avec des pièces regroupées autour d'une cour de plan carré, un ensemble qui permet d'assurer les fonctions de réception des hôtes, mais également la vie quotidienne des habitants de cet endroit. On y trouve une citerne particulière, on y trouve une petite pièce d'eau, des pièces annexes. La fouille minutieuse de chacune des pièces et des cours de ces espaces nous ont permis effectivement de récolter un mobilier abondant, de la céramique, mais également des traces matérielles, traces de foyer, traces d'utilisation, qui nous permettent donc de proposer des interprétations pour chacune de ces pièces, chacune de ces cours, et donc d'essayer finalement de réfléchir à la manière dont au XIIe siècle, au début du XIIe siècle, les gens vivaient au sommet de la montagne d'Igiliz. On a ainsi une bonne idée sur la fonction particulière qui était associée à certaines des pièces, fonction de réception par exemple, ces pièces recevant un décor soigné, étant dotées de sols chauds, ces pièces étant fréquemment nettoyées. On a également des pièces de vie, où là on va trouver beaucoup de mobilier, beaucoup de céramique, des meules, des objets de la vie quotidienne, qui nous servent donc à déterminer le caractère finalement un peu polyvalent de ces pièces où vivent donc les gens. Je suis en train de réexaminer un four à pain de l'époque médiévale, du XIIe siècle, de l'époque justement de la révolution almohade. Et en fait, en réalité, on est dans un endroit assez spécial par rapport à la configuration spatiale de tout le site.
Il s'agit d'un habitat avec des cours centrales. Ces cours centrales sont le résultat d'un encellulement qui a eu lieu à l'époque almohade, une densification de l'habitat à cette époque parce qu'il y avait besoin de plus d'habitat pour justement installer les occupants durant cette époque. Et puis c'est un lieu effectivement qui nous renvoie à des renseignements qui ont été rapportés par les sources historiques, notamment la question des rabitas. Et Ibn al-Dari, par exemple, au XIIIe siècle, dans sa source Al-Bayan al-Maghrib, nous précise qu'il y a 2 rabitas dans le site d'Iguiliz. Ces rabitas sont effectivement les lieux d'enseignement et des lieux également de prédication, des lieux d'ascétisme, en fait. Et d'après la tradition orale locale, cet endroit s'appelle l'Ihdar, ou ce qu'on appelle dans les milieux urbains la Mahdara. C'est-à-dire en fait des lieux où logeaient justement les disciples de la tradition soufie ou de la tradition d'Ibn Tomart. Et nous sommes effectivement dans cet endroit de l'Mahdara avec 1, 2, 3, 4, 5 espaces habitables. Et chaque espace habitable est complètement autonome par rapport les uns par rapport aux autres. Et bien évidemment, cette autonomie n'empêche pas qu'il y a des activités collectives, et notamment ce four à pain qui est destiné à tout le monde. On sait, d'après les sources historiques, que le Mehdi ibn Tomart, quand il est monté sur le site, il a ordonné la construction d'une mosquée. Et donc, par rapport aux mosquées d'époque impériale, qui sont la Koutoubia, Hassan, la Giralda et les autres mosquées d'époque almohade, c'est une mosquée modeste. Et bien, tout simplement parce que là, on est au début du mouvement almohade, nous ne sommes pas encore à l'époque de l'Empire, et donc c'est une petite mosquée par rapport aux mosquées monumentales des villes impériales. Concernant l'orientation aussi, c'est une mosquée qui est orientée à 134 degrés par rapport au nord, donc c'est un plein sud et une orientation qu'on va trouver dans les premières mosquées d'époque almohade. Concernant aussi ce plan, c'est un plan typique. Si on fait des comparaisons avec ce qu'on connaît ailleurs dans le monde, surtout dans l'Occident musulman, c'est-à-dire la partie occidentale de l'Empire musulman, c'est un plan qui nous rappelle en fait les plans des ribats, puisque un dispositif rectangulaire qu'on trouve aussi bien dans les ribats de Monastir en Tunisie, qu'on trouve aussi dans une rabita qui a été fouillée en Espagne et qui date des premiers siècles de l'islamisation. En fait, il faudrait casser juste là, parce que ici le mur s'appuie direct sur le géol, alors qu'ici il y a une circulation intermédiaire. C'est ça, mon problème. C'est ça mon problème. Ça pourrait être le chantier. Ça peut être le niveau de chantier, sachant qu'ici je pense que j'ai une tranchée de fondation. Il y a un décalage ici, le parement en fait par rapport à celle-ci. Exactement. Ça justifie que les deux choses sont mises en place en même temps. Après, la question, quelle est la hauteur de ce mur-là à l'origine? Est-ce que c'est juste un muret? Est-ce que c'est un véritable mur? Est-ce que c'est juste une marche? Ça, je ne peux pas le dire. Pour l'instant, on ne dessine pas de bâtiment. Ceci dit, il y avait les blocs étaient assez nombreux, hein, mais on avait beaucoup plus de petits blocs de ce type, de ce module-là, que de gros blocs comme celui-ci. Voilà. Et là, on voit bien que c'est installé dessus. Hein. Et c'est là-dedans qu'il y a des monnaies. Le point d'interrogation principal, c'est comment ça se fait que les monnaies soient là, dans le remblai. Quelle est l'origine de ce remblai? Et le deuxième point d'interrogation, c'est la connexion entre le sol pré-mur et le mur. Peut-être que je démontrerai rapidement là, la dernière assise. Et puis la fonction de ce mur-là aussi, voilà. Ça, c'est le point d'interrogation, la fonction de ce mur. Moi, j'imagine la chose comme étant un espace, non pas d'un habitat permanent, mais un habitat effectivement dispersé et occasionnel. Genre
Genre estive, genre sécurité, genre Un refuge. genre grenier, un lieu par exemple. Quand tu vois la pièce 3, on a trouvé quand même un niveau d'incendie où il y a des récoltes, etc., de sorgho et tout ça. Ça veut dire en fait, on a utilisé cet endroit. On n'est pas loin du concept de Gadir. Moi je dirais pas Agadir. Je dirais pas Agadir. Oui, voilà. Tu parles de stockage de récoltes, Voilà. de refuge. Exactement. Mais des lieux. Pas structuré de la même façon. Voilà. Mais des lieux de stockage de récoltes. La première campagne de fouilles a été organisée en 2009. Donc, ce qui fait que chaque année, nous organisons une mission d'un mois avec une vingtaine et parfois même une trentaine d'ouvriers. Alors, les ouvriers sont des gens, en fait, soit du village où il y a le quartier général de la mission, soit des ouvriers qui viennent, en fait, des villages tout autour du site. Alors, les résultats sont des résultats d'ordre historique, archéologique et, on peut dire aussi, architectural. C'est un travail de documentation nécessaire pour le site, c'est-à-dire on est en train de faire une plateforme d'information autour de la céramique produite dans le site ou qui circule sur le territoire du site. Donc c'est un travail qui est nécessaire et très important pour permettre, c'est-à-dire pour initier la publication et bien dater le site. Donc par ailleurs, on retrouve différents types de céramiques sur le site, des céramiques qui sont produites sur place, des céramiques qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire des importations. Ces informations sont très importantes pour l'écriture de l'histoire du site en lui-même, donc pour bien identifier sa chronologie et aussi les différentes fonctions des espaces et des zones du site. Aujourd'hui, on est arrivé à identifier plusieurs types de céramiques retrouvées sur le site et l'inventaire donne des milliers de pièces sur le site. Mais ce qui est très important dans le site d'Iguiliz, c'est que la séquence chronologique elle est bien déterminée, c'est-à-dire on est bien dans le XIIe siècle, le début du mouvement almohade. Donc ça, c'est un point fort du site, puisqu'on a une stratigraphie bien faite et bien conservée et bien identifiée. Sur la ville d'Ibn Tomart, on sait que c'est un natif de la région. C'est un natif des douars qui sont implantés autour d'Iguiliz. Et c'est de là où il a acquis sa première formation religieuse. Il est issu d'une famille assez importante, puisque son père il est mentionné comme étant Amrar, comme son arrière-grand-père il est mentionné comme étant Aglid, etc. Donc, sa naissance a eu lieu en tout cas dans une famille d'un très grand rang. On sait également par les textes que c'est ici à Iguiliz qu'il y a eu en fait les premières confrontations militaires avec les Almoravides, d'abord en 1121 et puis en 1124, 1125.
À partir du moment où il a gagné en notoriété grâce à une prédication très efficace auprès des tribus locales et bien évidemment après ces deux succès militaires face à l'armée almoravide, bien évidemment il a pensé regagner le Haut-Atlas grâce notamment au soutien important d'une tribu extrêmement importante dans le Haut-Atlas à l'époque, à savoir les Hintata, qui ont d'abord cette notoriété militaire dans le Haut-Atlas et donc qui l'ont aidé donc à s'implanter petit à petit tout près de Marrakech, où il peut confronter directement et sur les lieux du pouvoir almoravide, affronter donc cet État almoravide. Et bien évidemment, l'archéologie nous apporte des réponses très concrètes sur d'abord son implantation sur les lieux, à Igiliz, l'habitat, les grottes qu'il a occupées, la culture matérielle qu'il a, on va dire, mis en place, les céramiques, les métaux, les outils métalliques, etc. Il n'y a pas à Igiliz de grands monuments ou somptueux décors. Mais l'originalité de ce site tient justement à sa dimension rurale et montagnarde, ce qui en fait un lieu d'exception pour l'observation de la société maghrébine médiévale et prémoderne. Il y avait autrefois Tinmel, il y a désormais Igiliz.